Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur Guisen TV. Aujourd'hui, on évoque les élections législatives partielles pour les Français établis hors de France et pour la 8e circonscription. Nous recevons un de la dizaine des candidats qui se sont déjà déclarés, peut-être qu'il y en aura d'autres. Jonathan Simon-Selem, bonjour. Bonjour David. Vous êtes donc candidat dans cette 8e circonscription après l'invalidation de Daphna Poznański par le Conseil constitutionnel. Alors, plutôt que de vous présenter, je vais relire ce que vous avez écrit sur votre site. Vous vous êtes très bien présenté vous-même, vous allez pouvoir compléter. Okay. Après 2 ans à évoluer dans la diplomatie israélienne et 7 ans dans la presse, j'ai décidé, c'est vous qui parlez, j'ai décidé de porter mon combat dans le domaine politique. Et ce domaine politique, c'est donc cette circonscription immense, Italie, Grèce, Chypre, Vatican, Turquie, Malte et donc... Saint-Marin aussi et Israël. Saint-Marin, effectivement, je l'ai oublié, et Israël. Pour tout dire, entre nous, vous connaissez surtout l'électorat israélien, le territoire israélien. C'est vrai, c'est un électorat que je connais bien, puisque j'habite ici depuis 7 ans maintenant. Mais cela n'enlève rien au fait qu'avec ma suppléante, Véronique Jeunesse, dont tout le monde a entendu parler, nous avons l'intention de nous rendre dans les autres pays de la circonscription, l'Italie, bien entendu, et la Grèce, principalement. Puis on fera certainement des sauts de puce à Chypre et à Malte. J'ai bien envie de rencontrer le nouveau pape, d'aller au Vatican. Je ne sais pas s'il acceptera, s'il a le temps de nous recevoir dans son agenda très chargé. Ce sera peut-être l'occasion d'un nouveau buzz médiatique. Alors à propos de buzz médiatique, voilà hein, votre affiche, on voit bien Véronique Jeunesse. Je voulais garder ça pour dans 5 minutes, mais vous avez immédiatement embrayé sur votre suppléante Véronique Jeunesse. Elle vous fait pas un peu trop d'ombre? Est-ce que c'était une bonne idée de la prendre avec vous dans cette aventure? Je pense que c'était une excellente idée, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que Véronique et moi avons les mêmes opinions sur un très grand nombre de sujets. Sur nos idées sur la France principalement, voir la France un peu dépérir et autant de mauvaises choses qui arrivent en France, c'est quelque chose qui nous révolte, elle comme moi. Donc on a eu envie de combattre ensemble. Et puis deuxièmement, je pense que sans la présence de Véronique, ma voix n'aurait pas eu une telle portée aujourd'hui. Oui, je l'ai dit, hein, il y a une dizaine de candidats déclarés à ce jour dans cette 8e circonscription, dont 8 inconnus, qui attire beaucoup de monde. Dont 8 inconnus, et c'est vrai que grâce à Véronique, on a pu avoir toutes les télévisions en France qui ont parlé de notre candidature, c'est-à-dire des Français de l'étranger, parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis on a parlé de nous aussi en Italie, en Grèce, à Chypre, en Turquie. C'est-à-dire que notre voix, en tant que ambassadeur des Français qui habitent à l'étranger, a enfin porté. Et c'est quelque chose de... On a fait beaucoup d'interviews en France, on a beaucoup parlé de nous en France. Est-ce que ça vous a pas plus desservi finalement tout ce qui s'est dit sur vous et les prestations de Véronique Jeunesse? Est-ce que maintenant il ne faut pas ramer pour venir ramener une certaine, enfin votre vérité? Je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que on a beaucoup attaqué Véronique Jeunesse pour ses positions sur l'islamophobie. Je tiens à remettre les choses dans le contexte. Véronique se dit islamophobe, à avoir peur de l'islam et de l'islam que la France combat actuellement au Mali, par exemple, de cet islam qui veut imposer ses lois aux Français, aux non-musulmans. Et je prends souvent un exemple pour justifier, entre guillemets, cela. Quand moi, j'étais en France, quand j'étais au collège ou à l'école, quand il y avait du steak haché à manger à la cantine, je ne le mangeais pas et je ne demandais pas un steak haché à la place. Je mangeais ou du poisson ou des légumes. Et ça se passait très bien. Et c'est quelque chose que, en tant que républicain et en tant que défenseur d'une république laïque en France, on se doit de défendre. Et c'est quelque chose, voilà. Ensuite... Mais alors, cette histoire d'islamophobie, c'était avant que vous présentiez votre candidature. Bien avant. Véronique Jeunesse avait commencé déjà à chauffer un peu le terrain. Non, Véronique a commencé, c'est-à-dire qu'on l'a attaqué sur ce sujet-là au mois de septembre dernier. Et quand j'ai proposé à Véronique de me rejoindre dans cette nouvelle bataille, c'était un sujet qui était complètement dépassé. Mais forcément, dans l'esprit des journalistes en France, il fallait absolument lier islamophobie et Israël, parce que pour eux, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour eux, les Israéliens sont tous islamophobes. Et islamophobes au sens très péjoratif du terme, c'est-à-dire anti-musulmans. Et non pas anti-islam radical, islam politique. Et alors vous vous positionnez comment? Parce qu'on vous a présenté avec cette étiquette extrême droite dans tous les médias en France. On a même demandé à Véronique Jeunesse si elle savait vraiment qui vous étiez. J'ai eu l'occasion de m'expliquer là-dessus sur quelques médias français, Europe 1, Canal+, qui m'ont donné la parole. Je pense que cette étiquette d'extrême droite est collée automatiquement à quelqu'un qui se dit sioniste. C'est-à-dire qu'une personne comme moi qui pense que les Israéliens ont le droit de
que les Juifs ont le droit de vivre en Israël, c'est quelque chose d'extrémiste, c'est quelque chose que l'on ne peut pas concevoir en Europe, en Occident et en France. À partir de là, les personnes qui lisent mon site JSS News, enfin qui lisaient parce que j'en fais plus partie aujourd'hui. Vous en faites plus partie, mais vous êtes quand même très présent hein, sur ce site. Au même titre que les autres candidats. Au même titre que les autres candidats. Pour l'instant, on vous voit beaucoup. Je pense qu'on voit à la même hauteur, si vous voulez, qu'on me voit dans les autres médias et qu'on voit les autres candidats dans les autres médias. C'est-à-dire que tout le monde est un petit peu inconnu dans la circonscription. Moi, je fais de mon mieux pour faire représenter, pour faire entendre la voix des Français d'Israël, mais aussi des autres pays de la circonscription. Donc forcément, on parle un peu plus de cette polémique. De l'autre côté, il n'y a pas grand-chose à dire sur les 7 ou 8 candidats pour l'instant. Ils n'ont pas encore dévoilé leur programme, à ce que je sache. Ils n'ont pour la plupart aucune étiquette politique. Ils ne vont pas à la rencontre des Français sur le terrain. Bon. Moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui et j'entends bien aller jusqu'au bout. Alors, pour l'instant, votre campagne, parce que je n'ai pas beaucoup entendu vos idées, peut-être que vous allez vous exprimer là-dessus. Il y en a quelques-unes, hein, déjà sur ce tract que j'ai montré tout à l'heure. Mais pour l'instant, votre campagne, elle est toute médiatique. Elle est basée sur ça. D'abord se faire connaître et puis en plus, après, expliquer, c'était ça votre tactique? Sans cette médiatisation, il m'aurait été impossible de prendre la parole dans les médias, en France, en Israël, en Italie, en Turquie, pour parler de nos combats. Et nos combats sont simples. Alors, il y a des combats que l'on peut mener pour les expatriés, c'est le cas par exemple en Italie et en Grèce, et il y a les combats qu'on peut mener pour les binationaux. Et pareil, il y a les combats que je peux mener pour les Français qui résident en Israël, et il y a des combats que je peux mener pour d'autres Français qui habitent dans les autres pays de la circonscription. Ça, c'est un tract pour les Israéliens. Hein. Absolument, pour les Français d'Israël. Il y aura le même pour les Français d'Italie, de Grèce. Il y aura des tracts qui toucheront directement ces publics-là, parce que chaque public a ses besoins, chaque personne, quand on est un Français d'Italie, on n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes revendications qu'un Français. Précisément, vous avez l'air particulièrement informé sur les besoins des Français installés en Israël. Qu'est-ce qu'ils souhaitent, par exemple, en Italie? On va prendre un grand pays pour commencer. En Italie, par exemple... Quel sera votre combat là-bas pour ces Français installés par exemple, en Italie? Ce sont principalement des expatriés. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vivre pour une certaine période, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans dans ce pays avant de revenir en France. Et l'un des principaux problèmes que rencontrent les Français en Italie, aujourd'hui, je pense par exemple aux jeunes foyers, des gens comme vous et moi, qui avons des enfants en bas âge et qui n'avons pas la possibilité dans ces pays-là de mettre des enfants dans des écoles françaises, parce qu'il n'y en a pas. Des écoles maternelles, par exemple, ça n'existe pas dans la plupart des villes italiennes. Et ça, c'est un besoin que les Français d'Italie ont réellement sur le terrain. Donc il faut se battre pour ça. Et puis également, je pense aux personnes retraitées, qui ont d'énormes problèmes pour toucher leur retraite quand ils arrivent en Italie. Ou je pense au problème de la carte vitale, quand on dit dès à présent à la sécurité sociale en France qu'on pas s'expatrier dans un pays pour une certaine période, la sécurité sociale vous redemande aujourd'hui avec la carte vitale. Ce sont des choses qui sont inadmissibles. Moi, je vois ici, pourquoi je vous pose toutes ces questions? Parce que je me demande si votre candidature est politique, si vous allez aller sur le chemin politique à l'Assemblée nationale, si toutefois vous êtes élu, ou si vous vous transformerez en député de service, ce que vous venez de dire, créer des écoles maternelles, aider les Français installés à l'étranger. On parle là des Français qui habitent à l'étranger, mais un député, c'est aussi un député pour la France, c'est aussi un député pour les Français de métropole. C'est représenter également tout un pan de la population qui n'a pas forcément cette voie. C'est quelque chose de très bien qu'a fait Nicolas Sarkozy. Sur ces deux aspects. C'est-à-dire que pour la France, j'ai également des idées à pour la première ligne de ce tract, décidément, je vais beaucoup le citer, la jeunesse qui ose, ça va faire plaisir avec Véronique Jeunesse, la jeunesse qui ose, mais elle est très jeune dans sa tête, pour faire reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Eh oui, c'est quelque chose d'inadmissible. Mais outre le fait de faire reconnaître Jérusalem comme capitale, vous savez, on a des gros problèmes, nous, les Français d'Israël, avec le Quai d'Orsay. Ce sont des choses que je trouve scandaleuses. Et sans même réclamer tout de suite la reconnaissance de Jérusalem comme capitale, je trouve ça scandaleux que la France refuse de noter sur le passeport des enfants nés à Jérusalem le nom du pays dans lequel ils sont nés. C'est-à-dire que sur les passeports d'un enfant français né à Jérusalem, il y a écrit ville Jérusalem, pays aucun. C'est scandaleux. Et c'est pas un problème de reconnaissance de capitale, c'est un problème de droit des Juifs de vivre à Jérusalem. Donc ça, c'est un des problèmes qu'il faut combattre. Pour que la France soutienne l'entrée d'Israël dans la francophonie. C'est un énorme problème. En quoi ça aidera les Français? Mais je ne pense que vous vous rendez pas forcément compte de l'importance de la francophonie. Pourquoi
Pourquoi, d'après vous, le Qatar est rentré dans la francophonie ces derniers mois? Le Qatar, dont quasiment personne n'est francophone. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu politique également majeur. Ce sont dans les forums extérieurs que l'on peut aussi arriver à changer les choses de l'intérieur. Il ne faut pas l'oublier. Et puis la francophonie, c'est quelque chose de magnifique. Alors, vous avez des enfants comme moi. C'était pas ma question. Comment, une fois élu, pourrez-vous convaincre les membres de la francophonie d'accepter Israël? En tant que tout petit député français, vous connaissez les règles dans la francophonie. Et bien sûr, un pays s'oppose et puis Israël ne rentre pas. Ce sont des règles aberrantes. Sauf qu'il y a un moment donné où, si on ne prend pas les choses à bras-le-corps, rien ne change jamais. Mais alors comment vous allez vous y prendre? Écoutez, je pense que la francophonie, c'est d'abord, avant tout, un problème de la France. C'est la France qui est maître de la francophonie. Je pense que la France doit imposer des nouvelles règles. C'est quelque chose qui peut évoluer et je trouve ça, j'imagine ça inconcevable que les choses ne puissent pas évoluer dans le sens, vous savez, Israël, il y a 150 000 Français ou franco-israéliens qui habitent en Israël, mais il y a 1 million de francophones. Sur une population de 7 millions d'habitants, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Il est inimaginable aujourd'hui qu'Israël ne fasse pas partie de cette francophonie. Et quand je vois, par exemple, vous me parliez du Liban, quand je vois par exemple le Liban qui organise les Jeux de la francophonie il y a 3 ans, et tous les Jeux, ou quasiment tous les Jeux se font en anglais, aux Jeux de la francophonie, on dit qu'il y a un réel problème. Il faut que le problème soit résolu, et pour ça, il faut que quelqu'un le fasse. Alors, en tant que député, je le ferai. J'ai commencé ce combat en tant que journaliste, et ben je le continuerai dans l'arène politique. La question est d'importance. Vous serez porte-parole d'Israël à l'Assemblée nationale française ou des Français d'Israël? Qu'on ne se méprenne pas, je n'ai aucune ambition de virer l'excellent ambassadeur d'Israël en France. Je veux me faire la voix des Français qui habitent dans la 8e circonscription. C'est-à-dire aussi bien des Français d'Israël que d'Italie, de Chypre, de Malte, de Turquie, de Saint-Marin, etc. C'est très important. Ce sont des problèmes... c'est une circonscription très large, la Méditerranée orientale, mais pour laquelle il faut réellement se battre. Et quand je vois, par exemple, la crise à Chypre et, si l'on me permet l'expression, le foutage de gueule européen qu'on impose aux Chypriotes aujourd'hui, il y a de quoi être révolté. Moi, je suis révolté de voir ce que l'Europe aujourd'hui impose à Chypre. Et vous savez, on a des milliers de concitoyens français à Chypre qui sont également scandalisés et qui, avec ces nouvelles obligations européennes, se voient aujourd'hui dans une situation économique encore plus fragile. Et c'est tout simplement honteux. Voilà. Et c'est quelque chose aussi pour lequel il faut se battre. Alors, vous vous battez, mais est-ce que vous ne vous trompez pas de combat? Je lis à nouveau cette interview sur votre site, votre ancien site, puisque vous l'avez quitté parce que vous êtes candidat, et vous dites que les Français d'Israël soutiennent l'intervention de la France au Mali, et ils trouvent normal que le gouvernement ait voulu protéger les 6 000 ressortissants qui vivent à Bamako du danger que représentent les islamistes. On y revient. Ils ne comprennent pas, donc les Français d'Israël, pourquoi la France ne les soutient pas avec force lorsque les islamistes de Gaza tirent sur eux. Mais là encore, vous défendez l'image d'Israël, pas les Français d'Israël. Absolument pas. Quand le Hamas à Gaza tire sur Israël, il tire sur Israël, d'accord, mais il tire aveuglément. Et qui fait partie de cette population israélienne? 150 000 Français. Et il est inadmissible que 150 000 Français soient aujourd'hui à portée de tir des missiles du Hamas. Qui plus est, quand la France donne de l'argent à Gaza, que cet argent n'a aucune traçabilité et qu'il est fort probable qu'une partie de l'argent français donné à la bande de Gaza termine dans la fabrication de missiles qui sont tirés sur les Français d'Israël. C'est quelque chose qui me révolte, c'est quelque chose avec lequel il faut en finir. Et une fois élu, vous allez changer tout ça? Je ne sais pas si je vais changer tout ça, mais en tout cas, il faut mettre le pied à l'étrier à un moment donné. Vous savez, au mois de mai, les Français d'Israël, tout comme les Français de tous les autres pays de la circonscription, vont avoir le choix et la chance de pouvoir élire un député. Qu'ils le veuillent ou non, il y aura un député. La dernière fois, ils ne se sont pas mobilisés, ils se sont réveillés avec une candidate socialiste qui ne les représentait pas, sachant qu'un mois plus tôt, Nicolas Sarkozy avait reçu 93% des suffrages en Israël. Si dans un mois ils se mobilisent, ils peuvent avoir quelqu'un. Les dernières élections législatives, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Qu'est-ce qui pourrait changer dans l'esprit des Français d'Israël pour se déplacer, aller voter? Cette élection, a priori d'après les chiffres, ne les intéresse pas, ne les concerne pas. Eh bien, je pense aujourd'hui que les Français d'Israël sont en train de prendre conscience d'une seule chose, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, qu'au mois de mai, qu'ils le veuillent ou non, ils auront un député. Alors, autant avoir un député qui vit proche d'eux,
qui vit avec eux, qui a exactement les mêmes problèmes qu'eux, plutôt qu'un député qui habite aujourd'hui en Turquie ou en Italie, ou même un député parachuté depuis Paris, qui ne connaît pas nos problèmes et qui en aucun cas sera là pour défendre les problématiques des Français, par exemple d'Israël, sachant qu'Israël c'est le pays quand même où il y a plus de 60% des électeurs de la circonscription. Et ma question est, qu'est-ce qui a changé depuis l'élection de Mme Poznanski et son invalidation? Comment comptez-vous provoquer un vote en masse des Français d'Israël? J'ai commencé à travailler sur le sujet et c'est bien pour ça que j'ai demandé à Véronique Jeunesse de me rejoindre. C'est pour essayer de faire un peu de médiatisation, de rendre les choses un peu plus connues au niveau des Français de l'étranger, des Français d'Israël. Mais mon travail aujourd'hui en tant que candidat, c'est également d'aller à la rencontre des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à ces élections en temps normal. Et je pense par exemple aux jeunes. Personne, aucun candidat lors de la dernière élection n'est parti voir les jeunes, n'est parti dans les entreprises, rencontrer les jeunes Français d'Israël pour leur expliquer la problématique. Donc il y a énormément de gens qui ne se sont pas intéressés à ces élections, tout comme ces dernières semaines, j'ai reçu énormément d'emails de personnes qui ne connaissaient même pas l'existence de cette élection des Français de l'étranger, qui ne connaissaient même pas l'existence de Dafna Poznanski et qui ont appris cette existence, enfin l'existence de cette réalité-là grâce à Véronique Jeunesse dans son passage en France 2 par exemple. Est-ce qu'elle ne risque pas d'abandonner en cours de route, Véronique Jeunesse? Parce que là, il y a une vraie tension en France autour de cette candidature. Est-ce qu'elle ne va pas vous lâcher et craquer? C'est une bonne question. Ce que je peux dire, c'est que Véronique Jeunesse, c'est quelqu'un qui campe sur ses positions et qui ne regrette pas un instant d'avoir pris la défense des Français qui habitent en Israël et même la défense d'Israël. Est-ce qu'elle va... Je ne sais pas. Sincèrement, ce que je peux vous dire, c'est que si elle venait à le faire, c'est parce qu'on voudrait la tuer médiatiquement. Le lendemain de l'émission de Ruquier, sur Europe 1, j'entendais une émission où le rédacteur en chef de l'Express disait que c'était la nouvelle Dieudonné, qu'il fallait que Madrange arrête son contrat avec elle, que TF1 arrête de la faire tourner pour Julie Lescaut. Enfin, c'est un scandale quand même. Pour quelle raison? Qu'a-t-elle dit de si mauvais? Pour la raison simple que vous avez vous-même appliquée à votre travail professionnel. Parce qu'elle apprécie Vous avez cessé votre travail professionnel. Est-ce qu'elle ne doit pas se mettre en réserve de son métier d'actrice pendant la campagne? Écoutez, c'est avant tout une artiste. Avant tout, Véronique Jeunesse est une artiste. Elle est rentrée dans ce combat électoral-là pour plusieurs choses. Et la première des choses, c'est le combat pour l'éducation, le combat pour ce sont des combats sérieux. La diplomatie culturelle, absolument. Elle ne peut pas le faire à mi-temps. Mais attendez, c'est pas le faire à mi-temps. Connaissez-vous le travail d'un suppléant député? C'est pas quelque chose qui prend en soi énormément de temps. Vous connaissez certainement des députés suppléants, vous ne connaissez même pas leur nom, peut-être même, parce qu'ils sont inconnus, parce qu'en soi, ils ne font pas grand-chose. Elle veut s'impliquer dans la démarche. Elle veut nous suivre. Elle veut partir en mission dans les pays de la 8e circonscription, rencontrer les Français de l'étranger. Elle veut se battre pour les femmes, pour l'éducation, pour la diplomatie culturelle, pour faire plus de francophonie dans nos pays. C'est un combat qu'elle prend réellement à cœur. Alors vous aussi, ce sera ma dernière question, donc acheminez-vous vers une conclusion et répondez aussi à cette question. Alors jusqu'à présent, vous dirigez un site d'opinion, d'analyse, d'opinion, d'information, absolument. Comment va se passer la transition vers, ou comment se passe déjà la transition vers la politique? Parce que vous savez que la politique, pour le coup, c'est un domaine plus feutré, mais voire je pense que... limite langue de bois. Est-ce que vous êtes prêt à cela? Écoutez, on est comme on est. J'ai un certain franc-parler, c'est vrai, qui a pu déranger certains, qui dérange encore certaines personnes. Cependant, je pense que c'est pas en changeant son discours qu'on change nos ambitions. Moi, si je me présente dans cette élection, c'est pas en regardant les autres et en me disant, oh là là, qu'est-ce que fait un tel et peut-être que je devrais faire la même chose. Non. J'ai mes idées, j'ai mes opinions, je compte arriver à terme, je compte me faire élire sur mes idées, mes opinions et mes combats. Je suis sûr que les Français de l'étranger l'ont compris. C'est pas une candidature politique politicienne, c'est une candidature vraiment d'idées, d'opinions, de combats. Et je pense que ça plaît. Voilà, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour être un élu du peuple. Merci beaucoup Jonathan Simon Selem, candidat, et Véronique Jeunesse, suppléante pour cette élection législative partielle pour les Français établis hors de France, 8e circonscription. Vous l'aurez compris. Merci à vous. Merci à vous David.